Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Victor. Bonjour. Je suis ravie de partager cet épisode avec toi suite à la fête des morts qui a eu lieu hier, le dimanche 2 novembre, même si cet épisode, bien sûr, a été enregistré en amont au mois de juin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es et te présenter ? Et oui, bien sûr. Merci déjà de m'avoir invité, Charlène, et d'avoir fait tout le travail de préparation pour qu'on puisse discuter avec tout bien prévu aujourd'hui. Je m'appelle Victor Anduze Rivero, Victor Anduze Rivero. Je suis de formation socio-anthropologue d'origine mexicaine. Je viens de Mexique, de l'État du Yucatan, au sud-est du Mexique. J'ai fait par la suite une formation toujours dans les sciences humaines et sociales en France, et puis une thèse toujours en lien avec des questions relatives aux fêtes populaires. Donc voilà, c'est mon domaine. Actuellement, c'est un peu plus les processus de touristification, comment des traditions populaires sont mises en tourisme. Mais sinon, à la base, j'ai pas mal étudié, je me suis pas mal intéressé aux fêtes populaires de Mexique, parmi lesquelles, bien sûr, la fête des morts. Merci pour déjà cette présentation qui nous amène un petit peu sur le sujet qui va nous occuper et nous intéresser aujourd'hui. Tu t'intéresses à la sociologie urbaine, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous le définir un petit peu, que ce soit clair dans la tête des auditeurs et auditrices ? Et puis peut-être nous dire un peu qu'est-ce qui a conduit tes recherches dans cette notion de sociologie urbaine vers la mort et les rituels associés au Mexique ? Bien sûr. En effet, je me spécialise dans la sociologie urbaine. En fait, ça, c'est mon champ. On va dire, dans les sciences humaines et sociales, souvent on parle en termes de champ et puis en termes d'objets. Donc, comme je disais tout à l'heure, mes objets sont les fêtes populaires, la touristification, mais le champ sociologique au sein duquel je m'inscris, c'est la sociologie urbaine. C'est-à-dire, je m'intéresse à ce que les gens font dans l'espace dit urbain. Pour cela, il faut bien avoir en tête ce qu'on définit comme urbanité. Si on va à l'essentiel, l'urbanité, c'est égal à densité. C'est là où il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup de données, beaucoup d'informations, la circulation en densité. Si on résume l'idée de l'urbain à son abstraction la plus simple. Et au sein de ces champs, je me suis intéressé à la base aux dynamiques de participation et d'appropriation de l'espace public dans des quartiers populaires, dans des quartiers défavorisés de la ville de Mérida, au sud-est du Mexique, toujours dans l'état du Yucatan, de là où je viens. Et en fait, quand je me suis intéressé à comment les gens s'approprient l'espace urbain et comment les gens participent à des décisions prises en commun, comment les gens se mêlent de la chose commune, en gros de la politique, quoi. J'ai trouvé qu'analyser ce phénomène de participation et approbation par les fêtes populaires, c'était très intéressant parce qu'en fête populaire, elle s'organise. Elle s'organise entre les riverains. Les voisins se parlent, se mettent d'accord. Qui va faire quoi? Qui paye quoi? La déco, ça revient à qui? Ils demandent des permis à la mairie pour éventuellement fermer la circulation le soir de la fête. Ce qui implique des démarches administratives, ce qui implique la mise en commun des ressources. Je me suis dit, c'est un espace idéal pour analyser ce phénomène de participation, d'appropriation. Et par la suite, j'ai vu que dans le quartier qui m'intéressait, il y avait deux fêtes qui prenaient beaucoup de place, de plus en plus les 15 dernières années. C'était la fête des morts. Ça, on peut revenir comment cette fête des morts était presque disparue des milieux urbains. C'est devenu presque une fête rurale à partir du XXe siècle au Mexique. Puis elle est revenue, elle a fait son
son comeback dans les villes mexicaines. Et une autre fête qui rendait hommage aux chanteurs et acteurs de cinéma le plus célèbre de la deuxième moitié du XXe siècle au Mexique, Pedro Infante, dont l'avion s'est écrasé dans les rues de ces quartiers populaires qui m'intéressaient au sud de la ville de Mérida. Et donc voilà, c'était deux fêtes qui faisaient beaucoup participer les gens, qui les mettaient ensemble, mais qui aussi tournaient énormément autour de la mort. C'était la fête des morts et rendre hommage à un acteur à travers ou à cause d'un accident mortel. Donc la mort était très pressante, était structurante dans les deux cas. Et c'est par ce biais-là que je me suis dit, il faut que je m'intéresse aussi d'un point de vue anthropologique à notre rapport avec la mort. Pourquoi est-ce qu'on peut faire des fêtes aussi joyeuses, aussi gaies, aussi participatives et qui sont aussi propices à l'appropriation de l'espace public, tout en ayant comme fond de toile la mort, ce qui n'est pas très très commun. En été en France, on a la fête de la musique, c'est des sujets très joyeux où les gens sortent, on a la fête des voisins, mais des fêtes autour de la mort qui font venir autant de monde dans un esprit, ça peut-être on pourra revenir de l'état d'âme lors de ces fêtes, des personnes qui participent, qui est très gai, très festif. Voilà quoi, comment la mort peut être transformée en une dynamique de fêtes, des fêtes joyeuses, des fêtes de fêtes participatives, voilà. Et c'est par là que je suis arrivé à étudier le rapport entre les personnes et la mort. Merci beaucoup pour le partage que tu viens de nous faire et justement, je pense que ça peut être intéressant qu'on aille d'autant plus loin. Tu nous as déjà un petit peu abordé la fête des morts, El Día de los Muertos. On a quand même une certaine vision de cette fête des morts qui se passe au Mexique chez nous. Et d'ailleurs, en tant qu'occidentaux, on a parfois repris certains codes. On voit beaucoup les fleurs, on voit beaucoup les couleurs, la musique, la danse, toute cette beauté, en tout cas visuelle qu'on peut avoir de cet événement, mais je suis pas sûre qu'on en comprenne vraiment toujours le sens profond, ou en tout cas qu'on s'y intéresse. Et je pense que c'est important d'avoir certes la partie émergée de l'iceberg, mais aussi ce qu'il y a derrière, peut-être quelles sont un petit peu les origines de cette fête, comment on investit l'espace public. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur cette belle tradition pour qu'on la connaisse, qu'on la comprenne davantage? Oui, déjà dire qu'elle est le fruit d'un syncrétisme. Ce n'est pas en fait purement indigène. En fait, rien n'est purement quoi que ce soit quand on étudie les rituels, les comportements humains en société, ce qu'on appelle la culture. Cette idée de pureté, elle est inexistante scientifiquement. C'est prouvé. Et aujourd'hui, tous les gens qui brandissent le drapeau de la pureté, c'est une immense bêtise scientifiquement. En tout cas, du point de vue des sciences humaines et sociales. Du coup, cette fête, elle est le résultat des mélanges culturels, d'un syncrétisme, dès l'arrivée des Espagnols lors de la conquête en 1521, qui s'achève le 13 août 1521 au Mexique avec la chute de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire mexique. Et du coup, il y a un processus certes très violent, mais qui va mêler des traditions de part et d'autre. Il n'y a pas l'effacement d'une culture face à l'autre, comme parfois on a voulu le dire. Il y a certains collègues qui vont, par exemple, travailler sur la disparition de l'Empire Maya. Ça, c'est extrêmement faux. Les Mayas sont pas disparus. Ma grand-mère était Maya, donc elle n'est pas disparue, ma grand-mère, elle est bien existante. Et donc oui, donc cette fête, dès la rencontre, on va dire, entre les cultures amérindiennes, méso-américaines, donc qui va un petit peu du nord de l'actuelle ville de Mexico jusqu'au Nicaragua actuellement, commence un petit peu à entrer en dialogue. Si on résume encore une fois un peu vite à des fins explicatives. Et par exemple, la Toussaint, qui était dans le calendrier liturgique chrétien, c'était le jour dédié à la mémoire des personnes décédées, des âmes, quoi, des saints, voilà.
se croise avec une certaine pratique pour accueillir les vents froids, on peut résumer ça comme ça, qui avait lieu lors de l'équinoxe automnal, l'équinoxe d'automne, donc autour de pas loin de la date de la Toussaint. Donc ce fait de l'équinoxe autour de la mort qui était une double fête, on va dire, qui continue à se pratiquer dans certains villages de la région Maya encore aujourd'hui, consistait en une fête nocturne pour faire fuir de l'espace terrestre la mort violente, la mort par maladie, la mort où l'on souffre beaucoup. Et donc, en gros, ça consistait, on le voit dans certaines pratiques qui aujourd'hui sont très marginales, mais qu'on peut encore voir, en prière des 5 personnes, une qui se place au centre et 4 autres sur les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, que pour la tradition maya, c'est des couleurs, en fait. Les points cardinaux ne sont pas représentés par des orientations, mais par des couleurs. Donc, le nord étant la couleur blanche, l'absence de couleur, le sud, le jaune, la couleur de maïs, le rouge étant l'est, là où le soleil sort, et l'ouest étant le noir, là où le soleil arrête de donner la lumière, se couche pour qu'on tombe dans l'obscurité. Bon voilà, chaque prêtre qui s'appelle Chmen en langue maya, c'est le nom de sachant prêtre, on va dire. Chaque Chmen se place sur un point cardinal, à notre centre, et commence à faire des prières, alors que avec des feux, chaque prêtre a un petit feu devant lui alors qu'il fait sa prière, et une personne déguisée d'une tête d'animal, en vache la plupart du temps, commence à faire des tours autour de cette cercle de prière. Et ça représente les prêtres qui vont prier pour empêcher l'entrée de cette mort violente dans l'espace terrestre. Donc, ils vont protéger symboliquement les gens de ce type de mort qui risquent d'arriver davantage dans la période automnale et au cours de l'hiver, les maladies, etc. Et le lendemain, on fait une fête un peu similaire à ce qui se fait aujourd'hui, un repas, quelque chose de plus convivial, pour fêter qu'on a fait fuir la mort violente et que maintenant on peut accueillir une mort, la mort qui est cyclique, la mort qu'on souhaite, la mort qui permet que l'âme circule entre l'inframonde, le monde des vivants et le ciel. Donc que la vie continue son cycle normal, sans être interrompue par des morts violentes, par des morts souffrantes, voilà. Donc cette double fête qui existait déjà va être absorbée en quelque sorte par la tradition catholique, qui va dire bah tiens, plus ou moins à la même période nous aussi on en fête, on cherche à christianiser cette société et on peut faire rentrer notre fête chrétienne dans leur fête que eux ils sont déjà, les dates coïncident, c'est autour du sujet de la mort, donc la symbolique catholique commence à se parfois c'est pas très souvent par la force, mais bon, commence à rentrer et les Mayas vont commencer aussi à faire rentrer leurs symboles dans la symbolique chrétienne, notamment pour éviter des punitions ou des problèmes avec la loi catholique. Par exemple, la croix chrétienne, eux, ils vont la représenter, eux, ils avaient leur croix, c'est une croix verte, mais qui représentait pas du tout la crucifixion de Jésus, mais qui représentait, c'est comment dire, les 4 points cardinaux. Et elle était verte parce qu'elle représentait la terre, la forêt. Et dans son centre, il y a une robe. Le centre, c'est là où il y a les humains qui l'habitent. Donc, au centre de la croix, aujourd'hui, on continue à la voir. Hein. Si vous allez dans Yucatan, il y a beaucoup d'endroits lors de la fête des morts où vous allez voir des croix vertes avec une petite robe au milieu. C'est la représentation tout simplement de la terre-mère, de la terre. Et bon, il suffisait dans la robe de continuer à brandir la croix de la religion animiste indigène. Mais pour les catholiques, c'est bon. Ils fêtent la Toussaint avec une croix qui représente la tradition chrétienne. Et cette façon-là, en cachant ou en mettant des symboles dans d'autres symboles, qu'ils ont réussi en quelque sorte à faire perdurer leur tradition, qui s'est beaucoup mélangée avec la symbolique catholique de la Toussaint au cours des siècles.
et que, on va dire, autour du 16e, 17e siècle, commence à prendre la forme un peu contemporaine de ce que l'on voit aujourd'hui. Par exemple, la tradition maya aussi, qui consistait à nettoyer les crânes, les os des personnes décédées. Bah, il y a un moment où c'est interdit parce que c'est considéré de la sorcellerie. Et par contre, ils s'acceptent des représentations de ces crânes. Du coup, ils vont mouler des crânes, ils vont décorer ces crânes et parfois ils vont même le faire en pâte de sucre. C'est les petites calaveritas qu'on voit aujourd'hui sur tous les autels de la fête des morts. Ça, c'est autour de 1780, les premiers registres anthropologiques. L'anthropologie n'existait pas en tant que telle, mais les savants jésuites qui faisaient des registres sur le comportement culturel, on en a beaucoup à travers les différents codex, comme on les appelle aujourd'hui, ou tout simplement les différents recueils d'anecdotes de ces jésuites. Et ils nous racontent vers 1780 que les premières calaveritas figuraient sur les autels parce qu'on ne pouvait plus prendre les os des vrais défunts et les nettoyer et les exposer, mais on pouvait les représenter. Du coup, ça, c'était permis. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la tête des morts décorée à la mexicaine de la fête des morts, c'est ce qu'on voit partout aujourd'hui. Et ce n'est pas d'autre que le résultat des négociations entre deux cultures, certes une culture dominée et une culture dominante, mais où les deux cherchent à exister ou à coexister. Dans une relation, encore une fois, inégale, il ne faut pas penser, souvent on pense mélange culturel comme quelque chose d'harmonieux et tout le monde s'adore, alors que ça peut être un mélange dont une partie ou les deux en souffrent, mais qui finit par se croiser, par se mélanger, par dialoguer et donner quelque chose de nouveau. Et la fête des morts d'aujourd'hui, d'un point de vue historique, anthropologique, c'est le résultat de ces dialogues entre deux cultures, la culture précolombine, la culture amérindienne et la culture catholique, et qui résume en quelque sorte, si on sort de l'histoire de la mort, qui résume un petit peu l'histoire du Mexique. C'est ce pays profondément métis où on ne peut pas comprendre les différentes cultures qui habitent le Mexique sans comprendre qu'on est le résultat d'un Occident chrétien et d'une Amérique précolombienne, amérindienne, animiste. Et notre vision de la mort, entre autres, notre vision un peu de tout, de temps, de l'amour, de la famille, est traversée par cette histoire. Merci de remettre un peu de clarté, j'ai même envie de dire d'historique, parce que c'est ce que tu nous as amené, justement, de comprendre que la fête des morts, nous, on l'associe au 2 novembre, certes, mais qu'il y a aussi d'autres choses. Et j'ai peut-être une question qui me vient, c'est est-ce que la fête des morts originelle, traditionnelle, est-ce qu'elle est encore célébrée quelque part au Mexique, ou est-ce que finalement, comme tu le dis, de par ce mélange qu'il y a eu au niveau culturel, équitable ou non, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, ce mélange, il n'est pas toujours égal. Il y a parfois cette notion de dominé-dominant, mais est-ce que finalement, c'est une nouvelle façon de faire la fête des morts qui est en lien avec des points communs avec celle qui était traditionnelle, ou est-ce qu'il y a encore vraiment cette pure tradition, comme on pourrait l'appeler? Non, comme je disais au début de cette historique autour de la fête des morts, ce qu'on pourrait appeler originel ou pur, quand on y pense d'un point de vue anthropologique, c'est inexistant. Avec le temps que l'humain est sur Terre, tout a été mélangé. Absolument tout. Toutes nos pratiques sont traversées par les pratiques qui étaient des autres à un moment donné de l'histoire. Donc, on peut trouver certaines pratiques qui ressemblent beaucoup à la période précolombine, mais même ces pratiques-là, par exemple, dans le territoire maya, elles étaient influencées par le contact avec la culture méxique du centre du Mexique, par exemple. C'est pas 100% maya. Déjà, entre les cultures qui habitaient ces territoires avant l'arrivée des Européens, il y avait des mélanges. Donc déjà, c'était pas 100% originel, on peut dire en quelque sorte. Néanmoins, on va dire sans le côté occidental, on trouve certaines pratiques comme celle que je vous disais, cette prière qui représente la terre, les 4 points cardinaux, dans le Mexique profond, dans le Yucatan profond, dans des régions où c'est un peu difficile d'accéder à la parole des gens si on parle pas la langue maya, parce que la plupart des gens sont bilingues, mais ils sont pas fans non plus de parler en espagnol à n'importe qui vient leur demander en mode un peu curieux, touriste, même anthropologue. Et donc, ils peuvent avoir ces pratiques-là, mais ça va être mélangé. Ils vont aller à la messe le lendemain matin.
tout en faisant des prières au vent et aux dieux de nord et aux dieux de verre, aux dieux de maïs la veille, ils vont prier à Jésus, à Marie, et à Dieu, à la Sainte Trinité le lendemain matin. Parce que c'est ça, comme je disais aujourd'hui, le Mexique contemporain, c'est un animisme christianisé ou un christianisme animisé, je sais pas comment on pourrait le dire, mais et c'est qu'on voit, c'est surtout ça. Or, dans les villes, ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'arrivée de la modernité, au cours du XXe siècle, on a eu une longue période d'une sorte de dictature, un système de parti unique qui a gouverné le Mexique dès la sortie de la Révolution en 1920 jusqu'à l'année 2000. 80 ans le même parti qui a gouverné pendant tout le XXe siècle au Mexique et qui avait une volonté de modernisation. Donc tous les côtés arriérés des indigènes qui parlaient pas bien espagnol, etc., c'était à mettre de côté pour avoir une nation moderne avec un marché capitaliste classique. Voilà, quoi. Il fallait s'insérer dans les démarches libérales et de mondialisation. Et donc la pensée animiste indigène n'avait pas trop sa place dans cette volonté. Et encore, c'était mission impossible d'imposer ça dans la ruralité, dans les communautés des gens à majorité qui parlaient à majorité des langues indigènes, etc. Encore dans les villes, c'était plus facile de mettre en place à travers l'éducation nationale, notre équivalent des systèmes d'éducation nationale, à travers l'implantation des églises chrétiennes beaucoup plus traditionnelles, qui suivaient beaucoup plus à la lettre ce qui venait de Rome. Donc, dans les villes, on adopte de plus en plus une posture beaucoup plus occidentalisée et moi-même, ma grand-mère qui parlait maya, elle voulait absolument pas que l'on parle un seul mot de maya parce que c'était arriéré, c'était un racisme interne, hein. Ce racisme mexicain, il s'appliquait même pas à une sorte d'étranger, c'était aux Mexicains les plus mexicains, si l'on veut, qu'on appliquait ce racisme. Et donc, dans les villes, du coup, tout ce qui pourrait ressembler à ce type de fête commence à disparaître. Et la fête des morts, par sa composante animiste, par sa symbolique avec les crânes, par ses types de prières, ça on n'a pas encore parlé, mais par les sotels qui représentent, souvent c'est des sotels en 3 étages, en 7 étages, en 13 étages, souvent un chiffre impair, mais grosso modo, ça représente l'inframonde, le monde terrestre, le ciel, là où la vie circule, quoi. Les âmes vont se créer dans l'inframonde, dans la pensée indigène animiste. L'inframonde, c'est pas l'enfer du tout. C'est là où les âmes apparaissent, surgissent, pour ensuite émerger dans le monde terrestre à travers la vie, à travers les mers, pour passer un temps dans le monde terrestre et ensuite aller au ciel une fois que la vie termine. Et recirculer vers l'inframonde pour donner vie à un nouvel être humain. C'est pas la réincarnation non plus, hein. C'est pas le même personne qui circule. On change tout au long de cette circulation. On n'est pas le même être dans l'inframonde, dans le monde terrestre et dans le ciel. On va circuler et aussi on va changer au cours de cette circulation. La seule constante est la vie, si l'on veut. Ce qui, quand on pense au volet très scientifique qu'avait la culture maya et la culture mexique, est presque lié à la physique, hein. C'est l'énergie, la matière, elle se détruit jamais, elle fait que changer. Voilà, ils pensaient plus ou moins la même chose. On change, on fait que changer en fait quand on circule dans ces 3 espaces. Donc l'hôtel de la fête des morts, l'hôtel qu'on voit, c'est une petite table bien décorée avec les crânes et tout ce que j'ai mentionné à l'instant. Souvent, ça représente ces 3 niveaux de la circulation de la vie et du vivant. Et donc, par toute cette symbolique-là, je reviens au sujet de départ, dans les villes, les gens cherchaient à avoir quelque chose de beaucoup plus occidental, chrétien, dans le sens classique de la chrétienté, c'est-à-dire on Toussaint, solennel, on va à l'église, on se rend à la messe, éventuellement on va déposer des fleurs au cimetière, point barre. Et c'est grâce à un processus de patrimonialisation, de folklorisation et de mise en tourisme également, que dans les villes, on voit réapparaître la fête des morts, un peu resignifiée comme quelque chose qui était là pour le coup plutôt à montrer. On trouve avec toutes les démarches UNESCO des patrimonialisations immatérielles, le patrimoine culturel, etc., on voit qu'il y a un intérêt mondial
pour ces façons perçues comme authentiques d'exprimer une culture différente, autre. Et on voit que ça tire, que cette symbolique qui existe encore dans la ruralité mexicaine, elle est appréciée, elle est appréciable. Et ça fait le retour en ville, notamment, encore une fois, à travers les écoles qui avaient enseigné aux étudiants, aux élèves, dès tout petit, ça, le faites pas. Moi, je fais partie dans les années 90 de la génération où, à nouveau, chaque classe va faire son hôtel, on va donner un prix au plus joli hôtel. Du coup, la maîtresse nous apprenait le sens de l'hôtel. Pourquoi on le fait en 3 étages? Qu'est-ce qu'on met au premier étage? Qu'est-ce qu'on met au deuxième étage? Au troisième étage de l'hôtel? Pour que ça respecte les traditions. Traditions complètement réinterprétées par les anthropologues, dit au passage. On n'est pas allé chercher les gens dans leur communauté pour nous dire, donnez-nous le sens. Et traditions aussi qui aujourd'hui sont, on dirait actuellement que les hôtels et la tradition des villes elle est plus authentique que ce qui se passe dans le Mexique profond. Puisque comme dans le Mexique profond, on respecte, on va dire, le sens plus ancien de ces manifestations culturelles, à savoir, dans l'hôtel, on va placer au 12e étage ce que la personne aimait bien manger. Par exemple, pour qu'elle, quand elle revient le 31, quand son âme refait ce cycle-là, elle puisse partager le repas avec nous. Bon, si la personne aimait bien boire du coca, on va mettre une bouteille de coca. Ça pose aucun souci dans la campagne. Tandis qu'en ville, parce qu'on cherche à faire authentique, et je mets des guillemets au mot authentique, non, on va pas mettre de coca, ça c'est pas Maya, quand même. On va mettre une calebasse avec un mélange fermenté de maïs. Alors que personne boit ça aujourd'hui, même en campagne. Donc, personne boit ça. Ça se boit, mais pas beaucoup moins que des boissons sucrées, par exemple, des sodas ou des choses comme ça. En campagne, eux, ils vont mettre ça. Ils vont mettre des clopes. Ils vont mettre une bouteille de bière parce que voilà, nous en ville, on va pas mettre ça parce que ça nous paraît pas authentique. Mais pour les gens, ce qui est authentique, c'est pas les objets. Pour les gens, dans leur communauté, ce qui est authentique, c'est le sens. Je veux pas lui mettre à cette personne une boisson qu'elle consommait une fois par an. Je vais lui mettre ce qu'elle aimait bien consommer de son vivant tous les jours pour lui faire plaisir. Et donc voilà, c'est ce type de pratique authentique, j'ai envie de dire, pour répondre à la question. Si vous vous rendez en campagne de Yucatan, vous allez trouver que c'est en quelque sorte détourné, mais le fond de la pensée, il est entre guillemets encore une fois plus authentique. Et si vous allez aujourd'hui en touriste le 31 octobre, le 1er novembre, le 2 novembre de Yucatan ou au Mexique, ça vous paraît plus authentique ce qu'ils font dans les villes. Mais en quelque sorte, on a un petit peu folklorisé, on le fait plutôt pour le montrer et on va coder la pratique dans un sens que parfois pourrait ne pas respecter le fond de ce qui est cette fête des morts, qui consiste tout simplement, comme le nom le dit, à faire la fête avec les gens qui sont décédés. C'est ça l'objectif. Ces personnes en croient qu'elles reviennent, leur âme, leur esprit revient le 31 octobre, il réémerge et pendant, ça dépend des régions, mais en gros pendant 3 jours ou une semaine, elles sont parmi nous et on partage un repas avec elles. Du coup, on va mettre ce qu'elles aimaient bien, voilà. Je trouve ça très intéressant, justement, on va dire, ces allers-retours entre le passé et le présent, entre l'aspect rituel, traditionnel et la notion de modernité que tu évoques aussi, entre les villes d'un côté, vraiment le côté urbain et plus les campagnes. Enfin, on voit que justement, je trouve intéressant quand tu parles de cette authenticité qu'on va plus trouver dans les campagnes et qui pourrait nous être un petit peu finalement contre-intuitif avec l'exemple du coca, comme tu citais, ou avec les cigarettes. Je trouve ça vraiment riche parce que ça nous montre comment aussi les rites, les pratiques, les rituels, cette fête des morts, elle a évolué aussi au contact de l'urbanisation. Ça nous revient à cette notion de sociologie urbaine qui est aussi ton champ, c'est ça que tu disais tout à l'heure, ton champ, je dis pas de bêtises. Et je trouve ça riche d'avoir aussi un autre regard qui nous permet de comprendre aussi peut-être les choses de manière différente et que si on se rend demain à la fête des morts, d'avoir un regard peut-être un peu plus aiguisé ou un peu plus conscient en tout cas de certaines réalités. Et justement, cette manière d'investir l'espace public, tu nous as donné plein d'exemples qui sont hyper riches. Tu as parlé par exemple des hôtels, tu as parlé du repas.
Quelle différence, toi, tu vois en ayant vécu au Mexique, en étant aujourd'hui en France, peut-être dans la manière dont on investit l'espace en France ou en Europe, hein, la question, elle peut être plus ou moins large. Et peut-être, j'ai envie de rajouter comment on investit cette fête de la fête des morts version mexicaine en France et en Europe. Oui. Euh, il y a aussi quelque chose qui s'opère au cours du XXe siècle au Mexique, et ça concerne la campagne et la ville, qui est le passage d'une fête intime et intérieure. Les hôtels, les célébrations s'est déroulé beaucoup à la maison. C'était intime. Parce que c'était la fête avec les morts, mais ça reste solennel. C'est des gens qui sont plus là, qui nous manquent. Et cette fête se passe de façon intime pendant très longtemps. Et il y a un passage à l'extérieur. Les hôtels, les fêtes commencent à se faire de plus en plus en dehors par cette notion de fête collectivisée. C'est pour des raisons différentes, on va dire, mais si on veut résumer, dans les villes, c'est surtout pour une logique cette logique des mises en tourisme ou de folklorisation. On est content, on est fier de montrer que notre culture elle est originale, elle est colorée, et du coup dans les villes on va exposer ça aux passants. En campagne, ça passe par des resignifications, ça passe aussi par une sorte de collectivisme suite à la révolution mexicaine de 1920 ou à peu près de 1910 pardon, où à peu près tout est mis en commun, les terres, les espaces, etc. Cette mise en commun est plus propice à avoir des lieux de fête communes, à avoir au sein des terres des propriétés communes qui s'appellent les ejidos au Mexique, un peu toutes ces manifestations des festives commencent à sortir des maisons, à être plus dans l'espace partagé, donc dans l'espace public, on pourrait dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour des raisons différentes, mais le résultat est à peu près le même, c'est en fait qu'il se passe beaucoup en dehors des maisons. On va voir les hôtels, on va voir la décoration, les fleurs, c'est tout ce côté très coloré. On va voir des vendeurs qui nous vendent de la nourriture, qui nous vendent des fleurs un peu de partout pour pouvoir aller au cimetière, rendre visite aux morts et ensuite décorer l'espace public et décorer la maison pendant cette fête. C'est un peu comme à Noël où on voit des sapins de Noël, des fleurs et tout de partout. Bah, la fête des morts, ça devient ça. La veille, on commence à préparer les décorations, les plats, les repas. Les marchés changent aussi. Il y a tous les ingrédients pour les plats typiques qui commencent à être vendus massivement 2-3 semaines à l'avance. Et donc, il y a tout. Il y a cette... On appelle ça la víspera, la veille. Comme la veille de Noël, bah, il y a la veille de la fête des morts, ou la décoration, ou les odeurs, ou les produits que l'on trouve dans le marché, tout ça va changer, va nous mettre dans son ambiance qui nous prépare au jour J, ce qui est un petit peu aussi la veille des Noël, ou voilà, la veille d'une date importante qui nous prépare à l'arrivée avec la bonne mentalité, les bons états d'âme pour cette grosse fête collective. Et par rapport à la France, déjà dire que c'est le premier changement. En France, il y a la Toussaint, certaines personnes vont se rendre dans le cimetière, mais il n'y a pas la veille de la Toussaint. 2 semaines à l'avance, tout le monde pense à son boulot, on n'est pas en train de se préparer pour arriver personne se prépare à la Toussaint. Bon, peut-être oui à titre individuel, mais collectivement, culturellement, la France, c'est pas un pays où on attend le 31 octobre et les marchés vont changer et les produits dans les supermarchés vont changer. Bah, pas du tout. Rien que ça nous met dans notre ambiance, culturellement, collectivement. Dans son ambiance qui nous prépare en fait, alors qu'ici, ça ne nous prépare à rien. À notre point de vue, c'est beaucoup plus matériel, beaucoup plus simple, si l'on veut. Mais c'est qu'en général, à cette période de l'année, même dans les régions froides de la montagne au nord du Mexique, il fait pas encore si froid que ça. Et alors que en France, investir l'espace public au début du mois de novembre, actuellement je vous parle, je suis à Nantes, dans l'ouest de la France, souvent la pluviométrie, etc. Bon, c'est difficile d'imaginer d'être dehors pendant des heures, à acheter des fleurs, acheter des friandises, rendre visite sur la tombe, ça se faire un pique-nique autour de la tombe en famille. Météorologiquement, c'est difficile. Rien ne nous a préparé pour arriver à ces moments-là, parce que et déjà en France, peut-être parce que comme cette culture n'existait pas, pour que des gens soient prêts à prendre un pique-nique autour d'une tombe,
il faudrait un bon moment de préparation pour que les gens acceptent de faire une telle pratique. Et encore une fois, parce que je pense que même si aujourd'hui le Mexique c'est un pays principalement catholique, je suis convaincu que les siècles des pensées animistes et tous ces mélanges qu'il y a avec les pensées polythéiques où tout est un dieu, etc. C'est pas quelque chose d'imperméable où une fois qu'on a arrêté de penser à une chose, on va commencer à penser à une autre. C'est des processus qui prennent des siècles et qui sont vivants. C'est des processus qui sont en cours actuellement. Et cette vision cyclique de la vie, je pense qu'on n'est pas entièrement détaché. Même en ville où on est occidentalisé et christianisé, je répète un peu ça pour bien le mettre en contexte, je pense que il y a un sens partagé de, comment dire, on croit sans croire tout en croyant, quoi. Je fais en formation scientifique au Mexique et en France. J'ai de mal à dire oui, je crois que l'esprit de mon grand-père va émerger et qu'il va véritablement manger ce que j'ai préparé pour lui. Néanmoins, je le prépare. Néanmoins, je vais cuisiner ça, je vais mettre de l'hôtel. Et je suis content et je mets la photo des gens qui me sont chers et qui sont décédés. Et ça me permet d'être en contact avec eux. Mais d'un point de vue scientifique cartésien, je sais que leur âme, si l'on veut, comme un fantôme, ça se passe pas comme ça. Je suis bien conscient qu'ils vont pas me parler pendant la nuit, etc. Enfin, par mon biais scientifique, j'ai dit non, ça doit pas se passer comme ça parce que rien ne le prouve scientifiquement. Et en même temps, j'ai tellement envie d'y croire et je suis tellement né dans ça que je me suis dit oui, quelque sorte, ça se passe dans un registre que je saurais pas expliquer. Mais oui, j'ai envie d'y croire sans croire. Parce que j'ai pas envie d'y croire non plus à 100%, c'est-à-dire de tomber dans un discours ésotérique et dire oui, j'ai vu mon grand-père, il m'a parlé, on a joué aux échecs. Enfin, peut-être il y a des gens qui le vivent comme ça. C'est pas mon cas personnellement. Mais en même temps, je respecte la tradition et je entre en contact avec ces personnes-là. Mais pas cette entrée en contact, encore une fois, ésotérique. C'est une entrée en contact que je pense que c'est toute cette mise en place, comme j'expliquais la veille, la décoration, soi-même produire des choses, faire l'hôtel, le décorer, trouver les bons objets, penser à ce que la personne aimait. Ah, qu'est-ce qu'il aimait bien boire, cet ami, cet oncle, quand on faisait des fêtes, et du coup, rien que ça nous rappelle la personne. On la voit dans notre tête en train de manger, on la voit, on réentend sa parole quand elle exprimait son plaisir à écouter telle musique, à consommer tel produit. Et ça, si on mise en contact déjà, même si on va dire on est super cartésien et on ne croit rien de l'esprit, mais rien que le fait de faire l'hôtel, de chercher la décoration, de mettre les produits que la personne aimait, nous met dans un contact profond. On fait un effort de mémoire qui passe pas juste par ah le pauvre il est décédé, mais qui passe par ah je me rappelle des moments où j'ai partagé des repas avec cette personne, des moments où elle me parlait de ses goûts, des moments où elle me parlait de ses plaisirs, de ses dégoûts aussi, parce qu'il faut éviter à tout prix de mettre des choses que la personne n'aimait pas. Et je pense que rien que ça, c'est une mise en contact assez intense avec les gens qui sont plus là. Et la fête des morts permet ça, même pour les gens qui seraient complètement en dehors de toute pensée spirituelle. Si tu joues le jeu, tu entres en contact, même si tu crois pas. Et alors, si tu crois un peu comme ce qui est mon cas, si tu crois un peu, c'est un autre niveau si l'on veut des mises en contact. Ah oui, ils sont un peu là. Après, j'ai de plus en plus de mal à y croire qu'ils sont là parce que comme je suis en France, quelqu'un m'a demandé, tu penses vraiment qu'il vient? Et j'ai dit, en Mexique, je croyais un peu plus, mais je sais pas comment les âmes voyagent. Ça, je l'ignore complètement, comment les esprits voyagent. Et je pense qu'ils sont plutôt au Mexique. Il fait meilleur là-bas. Et ma mère cuisine mieux que moi. Et si mon oncle avait à se rendre dans une maison, sûrement il va aller chez ma mère, quoi. La météo est meilleure, ma mère cuisine mieux, il va pas venir en France alors qu'il fait moche c'est que je cuisine moins bien que ma mère. Donc, s'il avait à choisir, il ferait pas un aussi long voyage. Mais bon, ça, c'est mes pensées à moi, dans mon cas, en tant que migrant.
J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis, bah voilà, quand on veut, dans ces traditions, se dire, bah, qu'est-ce que la personne elle aimait manger, qu'est-ce qu'elle aimait faire, qu'est-ce qu'elle aimait pas du tout. Il y a ce travail de remémorisation et donc de mémoire, d'hommage, d'héritage, parce que peut-être que, bah, moi, comme cette personne, j'adore faire telle ou telle chose ou j'adore telle ou telle boisson parce que justement, je l'ai partagée avec un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, qu'importe encore une fois, le lien d'attachement. Et justement, ça fait écho à cette notion de transformer le lien, réinventer le lien qu'on a avec la personne. Et c'est des choses pour le coup alors tu me corriges parce que c'est beaucoup plus, je pense, ton expertise que la mienne, mais c'est aussi l'une des fonctions des rites et des rituels de se remémorer, de célébrer, de rendre hommage, de se souvenir. On peut le dire de différentes manières. Et on voit à travers tout ce que tu nous as partagé que ce côté interculturel aussi colore d'une certaine manière, vient imprégner ces cultures, elles viennent imprégner aussi les rites et les rituels. Est-ce que c'est juste dit jusque là ou est-ce que j'ai dit des bêtises? Non, oui, oui, non, c'est tout à fait, c'est une bonne, c'est une bonne interprétation d'à quoi ça sert le rituel, à créer ces espaces de mémoire, ces espaces matériels et immatériels des remémorations et, et des rituels festifs aussi, parce qu'il y a toutes sortes de rituels. La fête des morts, c'est pas l'inhumation. Beaucoup de gens, justement, vont avoir tendance à penser que tout ce qui entoure la mort au Mexique est gai, joyeux et festif. Bah non, le jour où un proche, quelqu'un qu'on appréciait décède, on est triste, et l'enterrement, l'inhumation, quand on veille la personne, tout ça, c'est des moments solennels et tristes. Les gens pleurent, on n'est pas bien, bah, c'est normal. Quelqu'un qu'on aimait bien n'est plus là et on va plus le voir, on va plus échanger des moments avec cette personne et ça nous fait du mal. Et, et comme toute fête, les fêtes ont cette puissance, c'est pour ça que j'insiste sur le rituel festif, de détourner un petit peu l'ordre établi. C'est-à-dire, en fait, même en parlant de fêtes en général, la routine boulot, dodo, s'occuper de la maison, quand on fait la fête, elle est complètement rompue. Et la logique en quelque sorte, entre guillemets, encore une fois, entre guillemets, le bon sens, euh, d'épargner, de ne pas dépenser, etc. La fête, c'est la dépense totale. On regarde pas combien on dépense l'énergie, on dépense de l'argent. C'est un moment où on se permet des choses qui, quelque sorte, sont pas logiques. On peut tomber dans les excès le temps d'une grosse fête, d'un festival, voilà, c'est ça. Et la fête des morts aussi, ce qui permet, c'est pendant une période courte de temps, de détourner cette côté solennel, cette côté triste de la mort, et aussi les codes des anthropologues qui ont travaillé sur la mort et qui ont très très bien établi des catégories, qui ont très bien codé ce que les humains font autour de la mort, indépendamment de culture, qui ont trouvé les points communs. Eric Robesi, par exemple, un archéologue français, je pense qu'il enseigne à Toulouse, bon, bref, un chercheur émérite. Lui, il disait, en gros, tout rituel autour de la mort consiste en 3 étapes. C'est montrer, puis cacher et sacraliser. On va montrer, par exemple, aujourd'hui, on le voit bien dans les pratiques chrétiennes qui ont lieu en France, on va dans la chambre, dans la pièce, on veille la personne. Elle est là. On peut aller la voir si l'on le souhaite pour les dernières adieux. Puis on va la cacher, on va le mettre dans un cercueil et l'enterrer bien bien caché, que personne ne la voit. Et cet espace où on a caché la personne devient un lieu sacré. C'est là où on peut laisser recueillir, donner des fleurs. C'est plus la personne, c'est plus le corps, c'est l'espace. Et ce qu'on a bâti sur cet espace, la pierre tombale, la croix, peu importe, qui devient un symbole sacré. Ça, c'est sacré. Hein. C'est pour ça que, par exemple, cracher son tombe, c'est la preuve dernière d'irrespect. Non, c'est sacré. On fait pas ça. On fait pas ce genre de choses sur des objets sacrés. Bon. Et c'est vrai que quand on voit les pratiques, les rites funéraires au cours de l'histoire autour du monde, souvent il y a ces 3 étapes. On va montrer, puis on va cacher, puis on va sacraliser. Bon. La fête des morts refait ça, mais dans un tout autre sens. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les pratiques anciennes, il y avait cette pratique d'ouvrir le cercueil, déterrer, ouvrir le cercueil, sortir les os et les nettoyer.
pour laver le corps, pour que la personne soit, quand on se lave pour aller en fête, voilà, c'est un peu le même principe, en quelque sorte. On lave, on rend hommage, on prend soin, et aussi on prépare pour que le défunt puisse se rendre bien présentable à la fête. Donc, on va montrer à nouveau, encore une fois, ce que les anthropologues disaient, une fois qu'on a montré, on a caché, on a sacralisé, on n'y touche plus, non, là, on dit, on retouche. Pendant ce jour-là, on retouche, on ouvre, on décache, on découvre à nouveau, on remontre, puis, et c'est plus sacré. Là, on peut faire des blagues aux morts, on peut le chambrer, on peut se rappeler des bêtises qu'il a dit, c'est la fête, quoi. Et donc, c'est pendant une période courte de temps, ça nous permet de briser tous ces codes humains, tous ces codes de rites funéraires, des rites religieux, solennels, tristes, que l'on a aussi. Mais le rite festif nous permet de détourner et de resignifier pendant une période courte de temps ce qu'est la mort et d'avoir un double rapport, à la fois un rapport solennel et triste, que les anthropologues, encore une fois, ont montré qu'il est nécessaire de passer par cette période-là, par la période de deuil. Malinowski disait la mort, c'est l'événement humain total. Et on a créé tout un tas de rites parce que sans ça, ça serait tellement dur à dépasser la perte d'un proche, d'un membre de sa famille, qu'on pourrait plus jamais continuer la vie en société, en culture. Toute personne qui perd un proche, et à terme, on va tous perdre un proche, resterait isolé de chagrin dans un coin. Et c'est grâce aux rites qu'on met en place que petit à petit on sort de cet état de tristesse et que voilà quoi, on continue la vie en société, à faire des projets, à aller bosser, à continuer à faire des enfants, etc. Et donc la fête permet d'avoir aussi un autre registre des rituels, pas seulement le rituel triste solennel, mais un rituel où on se dit c'est pas que ça finalement la mort. Et c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure l'aspect cyclique. Si on n'a pas et peut-être c'est ça qui empêche que dans des sociétés européennes ça existe, que les sociétés européennes en général pour tout les choses sont pas cycliques, elles sont linéaires, c'est des lignes. Ça c'est Marvin Harris qui l'avait développé dans les années 1920, un anthropologue états-unien qui disait les cultures occidentales, l'univers c'est des lignes, les lignes de temps par exemple. Le passé, on revient jamais au passé. C'est une fois que le passé est passé et on continue en ligne tout droite. On le voit bien avec l'idée de progrès. Le progrès, c'est toujours aller fuite en avant vers tout ce qu'on peut inventer, on l'invente si on peut. Et il y a d'autres sociétés, comme c'est les sociétés indigènes du Mexique, où la vie, c'est surtout des cercles. Même le temps est un cercle. On va nous accuser, par exemple, de ne pas être ponctuel. Dans une société où le temps est plus similaire à l'espace, c'est-à-dire on peut bouger dedans, dire à midi ou à 14h n'a pas trop de sens. Je suis arrivé quand c'est jour, quoi. Déjà, c'est bien. Pourquoi il fallait que ce soit 14 ou 13? Et ça, encore une fois, je pourrais vous raconter pas mal d'anecdotes quand on interroge les personnes dans les villages de Yucatan profond sur le temps. À quelle heure passe le bus? On va dire, au coucher de soleil, quoi. Et bon, ça peut aller de 19h à 23h. Mais le bus va passer. Tu choisis. Il va passer, mais on ne sait pas exactement quand. Je trouve ça très riche ce que tu partages avec cette notion de la fête. Justement, comme tu dis, ce rituel festif de la fête des morts. Chose que, alors, du moins à ma connaissance, et tu me rectifies si c'est pas le cas, mais on n'a pas ou peu en France. Chez nous, c'est vraiment très solennel. La plupart du temps, la mort, les rituels autour de la mort, du deuil, c'est plutôt des choses qui sont tristes. Et je me dis peut-être pour conclure cet épisode et puis que chacun puisse repartir avec des réflexions. Tu m'as transmis une bibliographie que je mettrai dans la description pour que chacune puisse aller approfondir ces sujets si ça parle, si ça vous plaît. Mais je me dis, comment on pourrait peut-être à notre petit niveau, même familial ou même intime, de manière très personnelle, individuelle, de soi avec soi, essayer d'amener ce côté festif sans non plus dénaturer la fête des morts, sans faire des appropriations culturelles, parce qu'il y a tous ces enjeux-là aussi. Est-ce que peut-être il y a des choses que tu aurais envie de nous partager, des réflexions que tu aurais, des petites graines que tu aurais envie de planter pour conclure cet épisode? Je pense que s'il y a une volonté d'ouverture actuellement, et c'est une question à laquelle je pense que j'ai pas répondu. Tu m'as posé la question de comment ça pouvait s'importer en France certaines traditions, notamment la fête des morts. Actuellement,
par exemple à Nantes, la ville dans laquelle je me trouve maintenant, il y a l'association Comal, l'association des Mexicains. J'ai fait un peu la pub de cet asso, mais c'est des amis, je les aime beaucoup. Qui, pendant la fête des morts, vont faire des expositions, qui vont aller dans le cimetière. Ici, à Nantes, c'est quel cimetière où ils faisaient ça, déjà? C'est à la Miséricorde, je crois, où ils vont faire un temple décoré comme si c'était la fête des morts. Et là, on peut aller voir la décoration. Il y a des explications, on fait tout ce qui va avec. Du coup, si les gens sont curieux, il y a des gens, la France étant historiquement un pays d'immigration et d'accueil, il y a des gens de tous les pays et qui souvent commencent à s'associer. Et donc, si les gens sont curieux, je pense que le mieux, plus que d'essayer ex nihilo de développer une tradition, ce qui est très dur parce que les traditions sont collectives. Il faut beaucoup de monde pour faire une tradition. Une tradition individuelle, ça n'existe pas. Donc, allez voir, si on veut avoir une ouverture sur d'autres significations, allez voir les collectifs, les associations qui existent déjà de différents coins du monde, pas que le Mexique, il y a en Indonésie, on pensait très riche autour de la mort, dans les pays de l'Asie du Sud-Est en général, en Amérique latine, en Afrique. Bon, il faut aller voir ce qui se passe dans ces associations, dans ces groupes, découvrir un peu ça et voir si parmi tout ce qu'on nous explique, il y a des significations qui nous font du sens. Pour donner un exemple, le Mexique, c'est un pays qui, malgré cet enracinement à la fête des morts, le Halloween de notre grand voisin du Nord, on n'est pas imperméable à ça non plus. Et la fête des morts aujourd'hui continue à évoluer, parce qu'elle évolue depuis qu'elle est surgie, continue à évoluer avec l'influence états-unienne. Et on va intégrer beaucoup de choses qui nous semblent chouettes. Par exemple, le fait de se déguiser, on ne s'est déguisé absolument pas. Mais ça s'insère bien dans cette pensée que j'ai disais tout à l'heure de désacralisation temporaire. Pourquoi pas, hein? Moi-même, je suis un mort, alors que c'est pas vrai, je suis un vivant. Du coup, je renverse le cycle. Et ça fait sens, cette rupture de la tradition que le Halloween permet aussi. Du coup, on n'adopte pas tout, mais certaines choses de la tradition de notre grand voisin du Nord. Et donc, je pense que c'est une dynamique qui pourrait être un peu pareille en Occident. C'est-à-dire ici, il y a un système de croyance qui n'est pas non plus à mépriser ou à dire c'est pas bien. Ça fait partie de l'histoire de cette partie du monde. Mais si, avec des amis, avec des proches ou à titre individuel, on a envie d'élargir cette vision, je pense que le mieux, c'est d'aller voir les gens qui ont notre vision. Ce que tu fais maintenant, de m'inviter, parler un petit peu sur ce qui se passe au Mexique, de comment on voit les choses et l'histoire, ce qu'ils font les associations, ce qu'ils font des villes avec des expositions qui durent des mois autour de la mort, des rites funéraires. Je pense qu'il faut aller voir ça et sans son démarche d'appropriation culturelle, mais élargir sa vision et pourquoi pas regarder autrement le monde et en l'occurrence la mort et les rites funéraires. Finalement, s'inspirer de certains rites, de certaines traditions, comme tu dis, il y a la fête des morts, il y en a d'autres, mais s'en inspirer et dire, voilà, je me suis inspirée de ça parce que cette partie-là, peut-être uniquement celle-là du rituel me parle, mais du coup, c'est pas la fête des morts de manière intégrale parce que, je connais pas tout, mais en tout cas, je sais pas si je prends l'exemple de aller faire un pique-nique, par exemple, se retrouver sur la tombe et puis peut-être prendre un café, c'est s'en inspirer sans que ce soit forcément la totalité, c'est ce qui, à mon sens, peut permettre aussi d'éviter l'appropriation culturelle. Et il y a un autre point qui me venait, je sais qu'il y a pas mal on va dire, d'événements, t'en parlais un petit peu justement au cimetière avec cette association qui décore une tombe, mais il y a pas mal d'événements qui se montent justement à l'occasion de la fête des morts. C'est aussi pouvoir peut-être se rendre dans ces espaces et aller ouvrir le champ des possibles, ouvrir les perspectives, voir ce qui nous parle, voir ce qui résonne comme tu le disais, et puis voir ce qu'on a peut-être envie d'intégrer justement dans notre culture en reprenant cette idée de mélange, sans dire qu'on fait exactement pareil, mais en tout cas s'en inspirer. Oui, tout à fait. Je sais qu'à Paris aussi, il y a à Belleville, il y a une grosse fête des morts qui maintenant commence à dater de quelques années, de quelqu'un qui a passé longtemps au Mexique, qui a beaucoup aimé cette symbolique et que lui, il s'est dit, oui, investir l'espace de notre façon peut montrer qu'il y a d'autres manières de voir la mort. Et aujourd'hui, c'est une grande association. Aujourd'hui, je sais plus, j'ai un peu perdu la piste de ça en 2022, quand j'ai commencé à travailler surtout sur la touristification.
Mais jusqu'à 2022, à Belleville, à Paris, il y avait une grosse fête des morts par une association qui est née comme un petit projet et avait beaucoup grandi. Et j'ai suivi un peu ça de loin. Ça me paraissait très intéressant. Et voilà, quoi. C'est ça dont je parle. Sans s'approprier, sans dire ça, c'est la fête des morts comme ça se passerait authentique dans un cimetière au Mexique. Maintenant, ça, c'est notre fête des morts. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comprendre que la culture est évolutive, qu'elle change, qu'elle est en constante mutation. Ça nous évite aussi de s'approprier la culture des autres. De dire, je peux choper un bout de culture. Non, ça, c'est impossible. Par contre, c'est pas que c'est possible, c'est même inévitable. Une fois qu'on est en contact avec notre culture, on va adopter des choses de cette culture. Du coup, si on veut élargir la focale, il faut entrer en contact avec ces autres cultures. Voilà. J'ai envie de dire maintenant, il y a plus qu'à. Merci beaucoup pour tes partages, pour cette expertise et cet enrichissement à plein de niveaux, que ce soit sociologique, que ce soit aussi finalement interculturel et pas que, de nous avoir éclairé dans le sens, nous donner plus de clarté justement sur cette fête pour peut-être mieux la comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui te tiendrait à cœur de mentionner, Victor? Comme on avait parlé quand on s'est eu au téléphone, juste j'aimerais bien juste faire ce point sur ce qui va un peu avec ce que je viens de dire, d'éviter aussi les postures essentialistes ou les postures trop liées à un point de vue touristique des consommations d'un bien, d'un produit, d'usage ou d'échange culturel. C'est des rituels qui sont la manifestation d'une façon de voir le monde. Et comme je disais, de toute façon, si l'on entre en contact avec ça de façon authentique, si on est vraiment curieux, on a vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres cultures, on va être influencé qu'on le veuille pas. C'est ça la chose. Il faut pas une démarche aussi active que ça pour je vais prendre de cette culture. Entre en contact et tu vas l'apprendre. C'est inévitable humainement. Moi, à force de passer pas mal d'années en France, je suis très en quelque sorte français maintenant, et parfois malgré moi, mais c'est le fait d'habiter ici et on adopte le bon et le mauvais des cultures avec lesquelles on entre en contact. Et donc, quand on voit la culture de cette façon-là, dynamique, vivante, en mouvement constant, ça nous empêche aussi de la voir comme quelque chose déjà toute faite. Je fais un petit peu la critique de comment, parfois même au Mexique, on essaye de nous-mêmes nous cantonner, dire ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas. Cette quête d'authenticité, cette quête de folklore, qu'est-ce qu'ils font les Indiens, va forcément nous emmener à un regard biaisé, un regard inexact sur ce qui est une manifestation culturelle. Aujourd'hui, la fête des morts au Mexique, elle est tant urbaine que rurale, tant indigène que chrétienne. C'est le mélange de tout ça, et c'est le produit de tous ces brassages, des époques, des espaces, des pensées différentes, des religions différentes, qui donnent c'est quelque chose aussi riche. Et si on dit maintenant c'est bon, c'est tellement chouette qu'aujourd'hui on va le geler et la fête des morts c'est ça pour toujours, c'est un non-sens qui nous empêcherait de voir comment elle évolue de façon là pour le coup authentique par les gens qui Bien sûr. et par les gens qui commencent aussi à la pratiquer tout en entrant en contact avec elle. Donc voilà, éviter cette façon de voir les choses comme figées, comme c'est quoi la fête des morts authentiques. J'ai eu ça parce que des amis avec une grande volonté, avec une bonne volonté, pardon, j'en suis sûr, m'ont demandé mais où est-ce que je peux aller voir l'authentique fête des morts? Mais partout quoi, partout les gens la pratiquent, c'est peu importe, partout elle va être authentique. Là où tu la verras peut-être de façon le moins authentique, c'est dans un musée ou dans le ministère de la Culture qui fait une démonstration de la fête des morts dans un espace culturel. C'est peut-être là que tu pourras avoir quelque chose de plus mis en scène. Mais si tu te balades dans les rues, elle sera différente, certes, mais partout, elle sera authentique, quoi. Donc, voilà, juste, j'ai dit ça, si jamais il y a des gens qui s'intéressent à se renseigner plus ou qui ont prévu un voyage au Mexique et à qui notre discussion a dit, j'ai très envie d'aller voir ça. Aller avec un regard que cette culture, elle est dynamique, elle est en constant mouvement, elle se trouve partout et ne tombez pas dans le piège de la folklorisation, de dire, non, la fête des morts, c'est ça, les hôtels doivent être comme ça doit être tel jour. Bon, non, on le détourne, on la change, on la modifie en permanence, c'est ça qui est chouette.
Merci pour ce point de vue dynamique justement parce que ça rappelle que rien n'est binaire, que c'est pas comme ça ou pas comme ça, authentique ou pas authentique, mais il y a tout un continuum sur lequel il peut y avoir plein de positions qui sont différentes et complémentaires les unes des autres. Donc merci pour ce point et cette conclusion, Victor. Je te souhaite une bonne continuation, je te dis à très vite et encore un grand merci pour ton expertise. Merci à toi Charlène pour la discussion, pour l'invitation. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?